Vous écoutez Révolutions alimentaires, le podcast qui explore chaque mois le meilleur de l'alimentation. Je suis Louise Brouez, ingénieure agronome et écrivain. J'anime ce podcast avec Mathieu Briard sur invitation de Darwin Nutrition. Nous allons parler aujourd'hui d'un nouveau grand méchant de notre assiette, les aliments ultra transformés, autrement dit les AUT, en compagnie d'un spécialiste en la matière. Anthony Fardet, ingénieur agroalimentaire et docteur en nutrition humaine, il exerce dans la recherche à l'interface alimentation-santé depuis 25 ans. Aujourd'hui, en tant que chercheur en alimentation préventive, durable et holistique, il travaille sur le lien entre transformation, effet matrice et impact sur le potentiel santé des aliments. Depuis 10 ans, il mène des recherches sur le scoring des aliments qui a amené au score holistique SIGA. En 2016, il a élaboré la règle des 3 V, vrai, végétal, varié, si possible bio, local et de saison, pour une alimentation protectrice de la santé globale, humaine et planétaire. Bonjour Anthony. Bonjour Louise. J'ai rappelé en quelques mots votre parcours qui est très riche. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes intéressé en particulier à ces fameuses AUT avant qu'on les définisse ? Oui, alors j'ai d'abord commencé par faire de la recherche expérimentale de laboratoire sur le potentiel santé des produits céréaliers pendant une 12aine d'années. Et puis au fur et à mesure, la question que je me suis posée, c'est pourquoi malgré toute la somme de connaissances qu'on a accumulées dans la recherche en nutrition dans le monde entier depuis des décennies, pourquoi les maladies chroniques continuent à augmenter. Donc j'ai pris un virage et en me posant cette question, j'ai essayé d'aller au cœur de la philosophie qui sous-tendait nos recherches en nutrition, les paradigmes dominants. Et c'est là que je suis tombé sur un ouvrage, Nutritionism de Georgis Krinis, qui explique que pendant des décennies, on a eu une approche réductionniste, voire ultra-réductionniste et nutricentrée. C'est-à-dire qu'on a essayé d'expliquer principalement la relation alimentation-santé par les nutriments des aliments, les recommandations étant très focalisées sur les nutriments. Et l'aliment n'était vu que comme une somme de nutriments, ce qui va d'ailleurs donner les aliments ultra transformés, parce qu'après tout, si l'aliment n'est qu'une somme de nutriments, on peut bien le fractionner, en isoler les briques alimentaires et les recombiner entre elles. On va voir que cette approche est totalement erronée, même néfaste et génère de la maladie chronique. Donc, si vous voulez, j'ai fait une équation un peu de transitivité, comme on dit, hein, si A égale B, B égale C, alors A égale C, c'est-à-dire que cette pensée ultra réductionniste qui ne voit l'aliment que comme une somme de nutriments, eh bien, on va amener aux ultra transformés, puisque si les liens entre les nutriments ne comptent pas, eh bien, effectivement, on peut isoler les briques élémentaires des aliments. Mais on va voir que c'est les liens entre les nutriments qui jouent d'abord le rôle essentiel du potentiel santé d'un aliment. Et aujourd'hui, ces aliments ultra transformés sont associés dans près de 150 études épidémiologiques à des risques accrus de maladies chroniques, toutes maladies chroniques confondues, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, etc., et de mortalité précoce. Donc là, j'ai compris que cette pensée ultra-réductionniste qui tend à tout fragmenter, à tout diviser dans un système complexe, en l'occurrence l'aliment, eh bien, génère de la maladie chronique. Et donc que pour prévenir les maladies chroniques, il fallait revenir à l'essence même de l'alimentation, c'est-à-dire une discipline qui est holistique, c'est-à-dire multidimensionnelle par essence. Et donc, une fois que j'ai eu cette prise de conscience en 2011, j'ai beaucoup écrit sur la philosophie de l'alimentation, et j'ai essayé de revisiter la nutrition, l'alimentation, la chaîne agroalimentaire à l'aune de ce nouveau paradigme holistique. Et donc, ce qui m'a amené à considérer le rôle de l'effet matrice dans les maladies. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question, justement. L'effet matrice, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, quand on applique une vision globale et donc holistique, qui vient du grec holos, qui veut dire entier, un système dans son entièreté, eh bien, on arrive à l'effet matrice. Donc, je travaille sur l'effet matrice depuis le début, j'ai fait ma thèse là-dessus. Et donc, je me suis rendu compte justement que ces aliments ultra transformés, la structure des aliments et l'effet matrice ne comptaient pas puisqu'on les déstructurait. Donc, c'était des aliments avec des matrices très dégradées et très artificialisées, ce qui va entraîner les maladies chroniques. Alors, pour définir simplement l'effet matrice, c'est tout simplement, on peut donner une définition un petit peu plus grand public et scientifique. Une définition grand public, ce serait de dire que 2 aliments de même composition, mais avec des structures différentes, n'ont pas forcément le même effet métabolique, physiologique et potentiellement santé à long terme. Par exemple, si vous prenez une amande entière ou très finement broyée, vous avez la même composition. Et par contre, le métabolisme des lipides n'est pas du tout le même, en termes d'absorption, de quantité absorbée, de vitesse de libération, donc potentiellement ensuite de sécrétion des hormones derrière, et puis de mastication, puisqu'on mastique pas pareil une poudre
qu'une amande entière. Et la mastication est liée à la satiété, elle-même liée à la régulation de la prise alimentaire. Très intéressant. L'effet matrice joue des rôles fondamentaux sur la santé, et c'est bien elle qui est reliée aux maladies chroniques et non pas la composition des aliments. Elle joue des rôles, donc, mastication, vitesse de transit digestif, sur la fraction des nutriments qui sera réellement absorbée. Donc, un nutriment est rarement 100% biodisponible. Dans les produits laitiers, par exemple, la biodisponibilité du calcium varie entre 15 et 55%. Elle joue un rôle aussi fondamental sur l'anabolisme protéique, l'index glycémique pour les féculents. Les hormones, vous disiez aussi? La sécrétion des hormones, par exemple, des sucres à assimilation très rapide peuvent entraîner des hyperinsulinémies, donc une dérégulation du fonctionnement de l'insuline. Et au final, la synergie, c'est-à-dire qu'un nutriment n'a un potentiel santé qu'en synergie avec les autres nutriments. L'isoler, le remettre à forte dose de manière artificielle, par exemple dans des matrices ultra transformées, eh bien, il perd cet effet synergique. Donc, l'effet protecteur d'un nutriment dépend de la qualité de la matrice dans laquelle il est inclus. Et donc, en fait, il n'y a pas de bons et de mauvais nutriments. Il n'y a que de bonnes et de mauvaises matrices, car c'est la matrice qui ordonne et les nutriments gouvernent. On pourrait prendre l'image d'une voiture. Les passagers sont les nutriments et la voiture, c'est la matrice alimentaire, le vecteur des nutriments. Et on a fait l'erreur de se focaliser ces 70 dernières années sur les passagers pour les recommandations alimentaires, alors qu'il aurait fallu se focaliser sur la voiture. C'est-à-dire qu'une voiture de qualité amène les passagers à bon port, dans le temps qui est nécessaire. Donc, ça veut dire un bon devenir métabolique et une bonne régulation métabolique des nutriments qui deviennent positifs. Par contre, une voiture de mauvaise qualité peut tomber en panne, avoir un accident, etc. et ne pas amener les passagers, donc les nutriments à bon port, ou pas les amener au bon endroit. Donc, il faut bien avoir en tête la qualité des calories, la qualité de l'aliment plutôt que la quantité. Donc, il faut se focaliser sur cette matrice et que la valeur des calories et des nutriments ne dépend que de la qualité de cette matrice. Et donc, il faut la préserver au maximum et donc faire des aliments les moins transformés possibles. Et un aliment sain est un aliment le moins transformé possible. Et dans l'ultra-transformation, je conclurai là-dessus, on a justement soit dégradé de manière excessive ces matrices, donc on a dégradé l'effet matrice, ou on a artificialisé ces matrices, créant des aliments un peu, entre guillemets, addictifs, qui nous poussent à consommer plus que de raison. Et donc, les maladies chroniques ne sont pas liées d'abord à la composition des aliments, mais d'abord à la dégradation de l'effet matrice. Et ça, c'est ce qu'on a publié en début d'année. Et c'est vraiment un changement de paradigme très important avec des conséquences fondamentales à la fois pour la santé humaine, mais aussi pour la planète et l'environnement. Oui, et c'est en même temps pas du tout étonnant, en fait, d'apprendre ça, je trouve. Ça me paraît finalement assez évident, quand on travaille aussi sur l'écologie, qui est finalement la science des liens, de se dire que, non, les nutriments ne peuvent pas être pris de façon isolée, c'est un tout. Avant de plonger peut-être sur définir vraiment précisément un AUT, la classification des aliments, etc., qui est derrière. Peut-être juste revenir sur votre règle des 3 V qui m'a beaucoup intriguée. Moi, alors, nos auditeurs connaissent, moi je parle beaucoup de plaisir, de diversité et de végétalisation. Vous avez une autre façon de parler de ça, donc les 3 V, vrai, végétal, varié, si possible bio, local, de saison. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de cette règle avant qu'on en revienne aux AUT ? Quand j'ai revisité l'alimentation avec le paradigme holistique, donc j'en suis venu à l'effet matrice, une approche holistique de l'aliment, et j'en suis venu à la règle des 3 V, une approche holistique cette fois-ci de l'alimentation, c'est-à-dire du régime alimentaire. Donc on s'est rendu compte que la relation alimentation-santé globale, de manière très empirique, c'est ce qu'on appelle l'approche empirico-inductive, donc cette relation était gouvernée par 3 dimensions, dont une qui avait été négligée et qui était la plus importante de toutes, le chaînon manquant, c'est-à-dire le degré de transformation. Les 2 autres dimensions, c'est le ratio produits animaux sur végétaux, donc on a appelé végétal, la variété alimentaire pour la diversification des aliments qu'on a appelé varié. Et le degré de transformation, on l'a appelé vrai par opposition à faux aliments, les aliments ultra transformés. Et on a découvert là en 2021 qu'il y avait bien une hiérarchie dans ces 3 règles qu'on n'avait pas vraiment bien observé auparavant, c'est-à-dire c'est vrai, végétal, varié. C'est-à-dire que dans ce sens-là. Voilà, vrai renvoie, si vous voulez, on n'achète pas des régimes d'abord, on achète toujours des aliments un par un. Donc, la question, c'est sur quoi on choisit un aliment. Comme un aliment sain, c'est pas un aliment équilibré nutritionnellement, car ça n'existe pas. C'est l'aliment le moins transformé possible. Donc, on l'achète sur le degré de transformation. Et donc, c'est le vrai qui renvoie à la qualité de la matrice de l'aliment qui est observable par la liste des ingrédients et la qualité de ces ingrédients. Ensuite, au sein des vrais aliments, on végétalise un peu plus l'assiette, mais on peut aussi consommer des produits animaux, mais vrais. Et ensuite, on varie. Mais cette fois-ci, à l'échelle du régime, car les règles végétales et variées, elles, par contre, vont permettre
l'équilibre en nutriments du régime sur une semaine. Donc, pour résumer, on choisit les aliments un par un sur le vrai, et au sein des vrais aliments, on réalise notre équilibre nutritionnel par le végétal et le varié. Parce que si on va dans l'autre sens et qu'on choisit sur la composition, comme le proposent les scores de composition, on peut se retrouver avec un pourcentage très important d'aliments ultra transformés. Et c'est ainsi qu'on a calculé que pour toute l'offre industrielle en France, dans les grandes et moyennes surfaces, eh bien 57% des produits Nutri-Score AB sont ultra transformés. Donc on ne peut pas choisir ces aliments sur la composition dans l'autre sens. Voilà. Donc la règle des 3V, c'est des règles génériques, interconnectées qu'il faut avoir en tête. Et l'idée, c'est plutôt de se dire tout simplement, je végétalise un peu plus, je réduis les aliments ultra transformés et je varie un peu plus. Et vous voyez que je ne parle pas de nutriments, je parle de règles qui sont en quelque sorte qualitatives, holistiques, interconnectées, et on remplit tous ces besoins nutritionnels en ayant en tête ces 3 dimensions sans aucune difficulté, et même les indicateurs qui étaient dans le rouge passent dans le vert. Moi, j'aime bien aussi rajouter la notion de plaisir. Bien sûr. Venons-en aux AUT, donc on a déjà beaucoup parlé, mais est-ce que vous pouvez nous en donner la définition peut-être très précise? On a, je pense, compris ce côté ultra transformé. Il y a probablement une définition et peut-être une classification derrière qui aide à mieux comprendre ce que peut être un aliment vrai versus un aliment très transformé. Oui, bien sûr. Le concept d'aliment ultra transformé a été publié pour la première fois en 2009 et a été systématisé et publié dans la classification Nova définitivement vers 2013-2014 par des chercheurs brésiliens. Ouais. Donc, un aliment ultra transformé, donc dans la classification Nova, c'est le 4e groupe, Nova 4. Le premier groupe, c'est les aliments peu ou pas transformés. Ensuite, les ingrédients culinaires traditionnels. Et le groupe 3, les transformés, c'est-à-dire quand on ajoute des ingrédients culinaires à des aliments bruts ou peu transformés. Mais le groupe 4, donc un aliment ultra transformé, se définit tout simplement par la présence de ce qu'on appelle un marqueur d'ultra transformation, MUT, un MUT. Donc la grande question, c'est quels sont ces marqueurs? Il y en a 4. Les 3 premiers peuvent être observables sur la liste des ingrédients par tout un chacun. Ce sont les additifs cosmétiques pour modifier couleur, goût et texture. Les deuxièmes MUT, c'est les arômes de synthèse naturels, extraits d'arômes. Et le 3e MUT, c'est ce que j'appelle les nutriments ultra transformés, tous les sucres, lipides, glucides, protéines et fibres ultra transformés qui sont souvent dans la liste des ingrédients, comme les isolats de fibres, les isolats de protéines, les protéines hydrolysées, les graisses hydrogénées et beaucoup de sucres cachés, comme des sucres invertis, des sirops de glucose fructose, des maltodextrines extraits de malte d'orge. L'hydrogénation permet de conserver les huiles plus longtemps car certaines, comme celles de colza ou de soja, sont instables et sensibles. Cette instabilité chimique se traduit par le ranciment. C'est le principe de fabrication des margarines constituées d'une huile végétale rendue solide, mais cette technique présente un inconvénient. Elle favorise la création d'acides gras saturés trans, dont les études ont montré qu'une consommation excessive favorise une augmentation du risque cardiovasculaire. Et le 4e MUT, ce sont des traitements technologiques très drastiques appliqués directement à la matrice alimentaire et qui la dégradent beaucoup et qui souvent augmentent l'index glycémique pour les féculents. On va trouver la cuisson-extrusion et aussi le soufflage pour les galettes de riz blanc soufflé, les pop-corn et les céréales du petit déjeuner pour enfants. On a déjà parlé d'ailleurs au moment où on avait fait un épisode sur le microbiote. Moi, j'avais découvert du coup qu'effectivement les galettes de riz qu'on mange beaucoup, qu'on donne beaucoup à nos enfants, sont en fait assez délétères. Et j'ai bien vu aussi qu'elles étaient dans cette liste des aliments ultra transformés un petit peu de la vie courante. Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres exemples de quelques AUT et peut-être aussi des AUT qu'on aurait imaginé sains, comme les galettes de riz, pour que nos auditeurs puissent un petit peu avoir en tête des exemples? Oui, alors 2 choses. D'abord, toutes les catégories d'aliments, notamment en termes de produits industriels, sont touchés par l'ultra-transformation. Le pourcentage d'ultra-transformation varie beaucoup selon les catégories. Et ce qui est intéressant, c'est que le concept d'ultra-transformé va beaucoup plus loin que la malbouffe. La malbouffe, bon, tout le monde était d'accord pour dire que c'était pas terrible, comme les fast-foods, les snacks sucrés, salés, gras, entre autres, ou les sodas. Par contre, le concept va plus loin parce qu'il englobe tout un tas d'aliments qui sont présentés bons pour la santé, indirectement par des allégations nutritionnelles, alors que ça n'est pas le cas. Donc, c'est pourquoi le fondateur du concept parle de malbouffe de très bonne qualité, c'est-à-dire c'est très bien marketé, avec de très beaux emballages, indications type céréales complètes, enrichies en minéraux, fibres et vitamines, source de calcium, bio, vegan, allégé. Donc, mais en fait, ça reste de la malbouffe sur le fond. C'est-à-dire que si on regarde l'ensemble, c'est médiocre. C'est pas parce que vous avez une pâte fromagère pour enfants où il y a marqué source de calcium que ça en fait un bon aliment, puisque la valeur du calcium dépend de la qualité globale et de la matrice de l'aliment.
Elle va pas arriver à destination. Voilà, si vous regardez l'ensemble de cette pâte fromagère, ça reste de la chimie comestible de très piètre qualité, même si elle a un bon Nutri-Score. Donc toutes les catégories sont touchées. Alors évidemment, tous les sodas sont quasiment ultra transformés, les céréales petit déjeuner pour enfants, les snacks sucrés salés gras, beaucoup de plats préparés, beaucoup de desserts lactés. On peut en trouver aussi dans le bio. Il y a 53% des produits industriels bio qui sont ultra transformés. Le sans gluten est très touché. Plus de 90% des produits sans gluten sont ultra transformés, ce qui est normal parce qu'il faut bien remplacer le gluten par quelque chose. Et on le remplace justement par des marqueurs d'ultra transformation. Exactement. Donc quand un produit est allégé ou quand il est marqué sans quelque chose, c'est souvent ultra transformé parce que il faut bien remplacer ce qu'on a enlevé. Donc, en fait, l'ultra-transformation, c'est vraiment modifier les propriétés sensorielles de l'aliment, c'est-à-dire goût, couleur, arôme et texture, soit les corriger, soit imiter les vrais aliments, soit les exacerber. Les exacerber, c'est très rentable. Par contre, les conservateurs et les antioxydants ne sont pas des marqueurs d'ultra-transformation au sens strict, car la problématique n'est pas cosmétique, n'est pas d'artificialiser. C'est une autre problématique. Et alors, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, mais vous pouvez nous redire pourquoi ils sont mauvais pour la santé? Quels sont les risques qu'on encourt à manger trop d'aliments ultra transformés? Oui, alors on peut se baser sur les presque 150 études épidémiologiques publiées depuis 2011, donc en 10 ans, qui montrent que si on compare les gros consommateurs avec les petits consommateurs ou ceux qui n'en consomment pas, eh bien, on a des risques accrus de nombreuses maladies chroniques, quelles que soient les parties du corps, et de mortalité précoce, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'espérance de vie en bonne santé a du mal à augmenter. Donc, pour les mécanismes mis en jeu, si on réunit toute la littérature scientifique, eh bien, il faut distinguer la cause et les effets. La cause, ce sont des matrices soit très dégradées ou artificialisées. Et donc, les conséquences en termes d'effets, eh bien, ça nous fait consommer des calories plus que de raison, souvent du sucre et du gras ajouté, souvent de mauvaise qualité, du sel en trop grande quantité, des index glycémiques trop élevés, des xénobiotiques, c'est-à-dire beaucoup de composés étrangers au corps humain que l'on ne consomme massivement que depuis finalement quelques dizaines d'années, c'est-à-dire ça peut être des additifs de synthèse, des sucres invertis n'existent pas dans la nature, des graisses hydrogénées non plus, qu'est-ce qu'il y a, des résidus de pesticides, des composés qui migrent des emballages, et donc après il n'est pas étonnant que le corps réagisse à tous ces xénobiotiques, donc par des maladies chroniques, des intolérances, des hypersensibilités. Oui. Et puis on a une perte de synergie des composés bioactifs, ce qui fait que d'enrichir un aliment avec une vitamine, un minéral, eh bien, comme la matrice change, le minéral, et qu'il n'y a plus de synergie forcément entre les nutriments protecteurs, eh bien, ces nutriments peuvent être moins protecteurs, voire même délétères en grande quantité. Et donc, on a aussi un effet potentiel cocktail des additifs sur lequel on a très peu de recul. En tout cas, il faut distinguer la cause et les effets. Et donc, dans les effets que j'ai décrits, c'est-à-dire qu'il y a plutôt une approche réductionniste basée sur les parties de l'ensemble, on a là un cocktail idéal pour faire le lit des premières dérégulations métaboliques, obésité, diabète et stéatose hépatique ou foie gras humain. Mais ce qu'il faut bien dire là-dessus, c'est que en fait c'est l'ensemble qui pose problème. C'est pas une partie de l'ensemble. C'est bien l'aliment ultra transformé dans sa globalité qu'il faut regarder. C'est pas seulement un additif. C'est pas seulement un arôme, parce que si on étudie les parties une par une, les combinaisons sont des millions entre tous les additifs, tous les arômes, tous les sucres, etc. Donc, il suffit seulement de dire je réduis les aliments ultra transformés et tout ce que j'ai décrit à côté va être réduit naturellement. Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure de cette liste, tous ces additifs qu'on peut traquer sur les étiquettes aussi pour repérer très vite aussi des aliments ultra transformés. De façon générale, quels seraient vos conseils pour éviter d'en consommer? J'imagine cuisiner plus de produits bruts. Oui, évidemment, par définition, il faut acheter des vrais aliments et réduire l'ultra-transformation. Ça veut pas dire qu'il faut pas en consommer du tout. On peut en consommer, je pense, 1 à 2 par jour sans aucun problème pour la santé, même sans risque. Et puis, l'ultra-transformation en curatif peut jouer un rôle, mais c'est une autre problématique. Là, je parle bien du préventif. Donc, en préventif, il faut les réduire au maximum. Pour les traquer, il y a plusieurs solutions. Donc, nous, on a développé l'application SIGA, qui est gratuite sur smartphone depuis mai 2020, donc qui permet de détecter les aliments ultra transformés avec une grande précision. Si vous trouvez pas l'aliment dans la base de données, il y a une petite astuce, il y a quelques astuces. C'est-à-dire qu'au-delà de 5 ingrédients, si on lit la liste des ingrédients, vous avez presque 8 chances sur 10 que l'aliment soit ultra transformé. Et puis ensuite, il y a des critères qualitatifs qui sont des tendances lourdes, c'est-à-dire souvent des emballages très colorés, des personnages de l'univers des enfants pour les sensibiliser avec un lien affectif.
Et puis essayer d'en faire des clients à vie, parce que des clients à vie, c'est très rentable. Des portions très individualisées, car ces aliments ont vocation souvent à être consommés de manière isolée. Souvent des promotions, parce que c'est tellement peu cher à produire qu'on peut se permettre de faire des promotions, puisque les marqueurs ultra-transformation sont très bon marché par rapport aux ingrédients nobles, les vrais aliments, les vrais ingrédients. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ça fait déjà un beau portrait de ce que font les industriels, là. Ça donne envie. Juste avant de conclure peut-être sur une ou deux recettes pour remplacer un AUT, je voulais vous interroger sur vos recommandations nutritionnelles de façon un peu plus large. On a déjà parlé donc du vrai végétal varié. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations que vous voulez adresser à nos auditeurs ? Oui, alors moi j'ai une approche très scientifique et générique. Donc effectivement, bien manger pour soi et la planète, en théorie, sur le papier, est très simple. Il suffit d'avoir en tête les 3 dimensions de la règle des 3 V, c'est-à-dire je choisis mes aliments sur le vrai et ensuite au sein des vrais aliments végétaux et animaux, je végétalise un peu plus et je varie un peu plus. On pourrait rajouter au varié, si possible, bio-local et de saison, si possible, parce que c'est jamais possible à 100%. Il y a des pays, si on leur disait de manger 100% local, ils auraient des problèmes de famine. Ensuite, on peut donner quelques sous-recommandations dans les vrais aliments, cette fois-ci, quand on cuisine à la maison. Il faut quand même toujours favoriser la forme solide de l'aliment à liquide. Par exemple, si votre seule façon de consommer des fruits et des légumes, c'est des jus de fruits ou des extracteurs de jus, ça n'est pas non plus la solution à long terme, car nous avons des dents et un système digestif. C'est bien pour déconstruire les matrices alimentaires, sinon nous n'aurions pas de dents ni de système digestif. Et plutôt des amandes que de la purée d'amandes aussi, vous avez dit tout à l'heure. Oui, alors après, ça veut pas dire qu'il faut pas en consommer. Disons que il faut toujours favoriser la forme solide. Hein. On a des dents et un système digestif, et ça sert à déconstruire les matrices alimentaires. Ensuite, et puis ça joue sur la satiété, qui est fondamentale pour la régulation de la prise alimentaire. Et ensuite, il faut favoriser toujours les féculents complets à raffiner. Oui. Et enfin, 3e sous-règle au sein des vrais aliments, évidemment, ne pas avoir, même à la maison, la main trop lourde sur l'ajout de sel, sucre et ou gras. Mais vous verrez, voilà, là, ces recommandations, donc 3V et ces 3 sous-règles, peuvent tenir sur une demi-page A4. Oui. Elles sont très simples à retenir, et surtout, vous voyez que le concept de fond, et je conclurai là-dessus, de toutes ces recommandations, c'est l'effet matrice. C'est-à-dire, à la base de ces recommandations, matrice solide liquide, céréales complètes raffinées, aliments ultra transformés, tout ça, au cœur de tout ça, c'est l'effet matrice. Et pour bien manger pour soi et la planète, il ne faut plus mettre les nutriments au centre, mais l'effet matrice. Et pour conclure, justement, dernière question, de façon traditionnelle, on demande à nos invités 1 ou 2 recettes. Donc là, est-ce que vous auriez une recette pour nous, pour remplacer peut-être un AUT commun qu'on utilise beaucoup, le remplacer facilement ? Moi, j'aime beaucoup. Un de mes desserts préférés, c'est le riz au lait. Donc, alors, il y a 2 façons. On peut aussi acheter des produits industriels de qualité. 30% de l'offre industrielle en France n'est pas ultra transformée. Donc, mais beaucoup de riz au lait sont ultra transformés avec des épaississants, des sirops de glucose, des arômes. Donc, on peut soit acheter des riz au lait industriels de qualité sans marqueur d'ultra transformation. Il en existe. Ou alors le faire maison avec du vrai riz. Du lait de qualité, du sucre éventuellement le moins raffiné possible, et puis mettre des vraies gousses de vanille et non pas des arômes. Après, je suis pas très fort dans ce domaine-là, mais par exemple, on parle toujours du cordon bleu, mais vous pouvez très bien faire un cordon bleu maison avec, je crois, 5 ingrédients, pas plus. Alors que si vous prenez la recette industrielle, vous avez largement plus de 10 ingrédients, si ce n'est pas 15. Donc après, l'idée, c'est aussi de dégager un peu de temps pour cuisiner et puis de retrouver le plaisir aussi de cuisiner, mais on peut très bien le partager avec notre famille, notre compagne ou notre compagnon ou nos enfants. Et donc l'idée, c'est de ce ne soit pas perçu comme une corvée, mais plutôt comme le plaisir de redécouvrir les aliments ensemble et le plaisir du partage. Et donc je conclurai sur le mot-clé de l'approche holistique, qui est le lien. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est toujours de recréer du lien. Parce que, je le répète, et on le répétera pas assez, mais les sciences alimentaires sont d'abord des sciences holistiques. Et donc, le réductionnisme a été trop loin, à force de tout fractionner, et aujourd'hui, il nous a amené dans une impasse en termes de santé publique et planétaire. Et intégrer plutôt que séparer est un des principes de la permaculture. Exactement. Donc, le lien, c'est la vie, le lien, c'est la santé, et le lien, c'est la résilience. Donc le lien entre nous quand on mange, le lien entre les aliments. Partout, dans cette voilà, c'est ça l'approche holistique, recréer du lien partout, parce que c'est le lien qui d'abord crée la santé avant les parties du système.
Et nous conclurons là-dessus sur ces 2 belles notions du plaisir et du lien. Merci beaucoup à Anthony. Je vous en prie, merci. D'avoir partagé tout son savoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions alimentaires, produit par Darwin Nutrition. Merci beaucoup à Anthony pour cet échange éclairant. Merci Mathieu à la technique, merci Charlotte Quentin, fondateur de Darwin Nutrition et nos complices pour préparer au mieux ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser votre commentaire sur Apple Podcast. À très bientôt.